Donc, puisque le thème de cette année concerne les roches vivantes, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui du kaolin, une argile blanche, et notamment de son utilisation et ses symboliques au Gabon, qui est ici. Pour ce faire, je vais parler de ce que certains appellent son agentivité, c'est-à-dire sa capacité à agir sur le monde que mes informateurs lui octroient. En effet, le kaolin est utilisé dans tous les rites de toutes les sociétés initiatiques rencontrées jusqu'à présent, en fait, non seulement au Gabon, mais dans tout le bassin du Congo, que ce soit chez les populations bantoues et pygmées. Et quoi? Pygmées. Pygmées. Au XVe siècle, les Portugais qui atteignent les côtes des royaumes Congo et Longo décrivent déjà le kaolin. Les Portugais sont restreints aux côtes. 4 siècles plus tard, en 1855, lorsque Paul Belloni du Chaillu, un Français expatrié en Amérique, le premier explorateur autorisé à s'aventurer dans l'Angleterre, cherche à traverser l'Afrique de l'Ouest, il décrit des fétichmen appelés Unganga, donc nos Unganga actuels, et leur peinture corporelle blanche et rouge. Donc sur cette ancienne carte, vous avez le royaume de Luango, qui est au sud du Gabon actuel, donc vous avez le curseur. Donc l'estuaire du Gabon qui est ici, avec Mayumba, qui est une ville du sud du Gabon, ici. Donc de là jusqu'ici, c'est le Gabon actuel. Donc les Portugais connaissent le royaume de Congo, mais n'ont aucune idée de ce qui se trame dans l'intérieur des terres gabonaises. Donc, je vous parlais de Du Chaillu. Du Chaillu, à plusieurs reprises, était pris pour un esprit, un génie en Mongolie, à cause de sa couleur de peau, blanche, couleur des revenants au Gabon. Du Chaillu assistera à plusieurs sorties de masques, les masques africains qu'on connaît dans le musée, recouverts de kaolin, et sera parfois logé dans le temple où sont entreposées les reliques épagnées. Nous avons une version zoom de cette carte. Vous voyez bien que l'auteur a écrit ici qu'on n'a aucune connaissance de l'intérieur de ces terres avant l'exploration faite par Du Chaillu. Vous avez ici un croquis de Du Chaillu où on peut voir un Unganga. Et un temple. Dans une première partie, je présenterai le kaolin en soi. Pourquoi on le trouve au Gabon, comment il se forme, et j'expliquerai ensuite pourquoi il est un objet si pertinent, si porteur de sens pour les populations avec lesquelles je travaille. J'ai déjà eu l'occasion de parler du Gabon plusieurs fois dans ce séminaire, et vous avez déjà eu une introduction à ce pays il y a 2 semaines avec Marc-Emmanuel Franc-Georges, donc je resterai plutôt concise sur l'intro. Le kaolin, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir que les 2 tiers du Gabon, pays d'Afrique équatoriale grand comme la moitié de la France métropolitaine, comptant 1,5 million d'habitants, se trouve sur l'un des plus vieux sols de la planète, ce qu'on appelle le craton du Congo, datant du précambrien, c'est-à-dire il y a au moins 2 milliards d'années. Craton, c'est le nom que l'on donne aux aires continentales les plus stables en géologie. En comparaison, vous avez cette zone grisée, plus récente, qui est équivalent à cette partie-ci, qui est le bassin sédimentaire, comme son nom l'indique, composé des sédiments qui se sont déposés au fur et à mesure du temps avec la pesanteur. Donc ce bassin sédimentaire est âgé de 200 millions d'années, contre 2 milliards pour la partie est du Gabon. Au moins. Voilà. Le craton est composé de roches magmatiques qui ont refroidi en profondeur avant d'émerger à la surface à cause de l'érosion. Et cela a créé des roches dites à gros cristaux, visibles à l'œil nu. Le Gabon repose majoritairement sur du granit et des roches qu'on appelle granitoïdes qui ressemblent par leur composition au granit. Ici, vous avez ce qu'on appelle du gneiss. Ce sont des roches toutes formées de multiples minéraux visibles à l'œil nu. Le quartz, le feldspath, le mica. Et en fait, c'est la détérioration de ces feldspaths de couleur blanche ici qui donne le kaolin. Lequel? Le kaolin. Non, le feldspath. Ok, d'accord. Ça vient de là.
Donc lessivées par les pluies, les matières organiques du sol se désagrègent. Le quartz, le feldspath, le mica, le sol, les matières organiques se désagrègent, le sol se déminéralise en profondeur et s'argilise continuellement en surface. Le kaolin résulte de la région du feldspath. C'est scientifiquement ce qu'on appelle du silicate de magnésium hydraté, c'est son nom officiel. Au niveau microscopique, il est composé de feuillets, c'est vraiment un millefeuille quand vous le voyez à une échelle micro. Donc des feuillets parmi les plus serrés de toutes les argiles, qui fait que dans le sol, l'eau ne passe que difficilement. Et c'est pour ça que vous avez de très 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 nombreuses inondations au Gabon, parce que le sol est si compact qu'il est difficile en fait pour le sol d'absorber l'eau et qu'il vaut mieux en fait juste creuser des rigoles. Le kaolin compose jusqu'à 35% du sol du Gabon. Il y a des parties où effectivement il compose à peu près 20% du sol, mais avec d'autres argiles, la smectite, mais on trouve des endroits où il est présent jusqu'à 35%. Aujourd'hui dans le monde, les principaux sites d'extraction se trouvent aux États-Unis, d'extraction du kaolin se trouvent aux États-Unis, au Brésil, en France, en Chine, sur tous les continents. C'est donc en soi une roche très courante. C'est une roche friable, je vous en ai un lien pour la faire passer. Elle a un peu séché, il n'y a pas assez d'humidité dans... Et ça, c'est quoi? Du kaolin rouge, j'en parle. Donc c'est une roche friable que l'on utilise au Gabon directement sur le support que l'on veut marquer. Peau, bois, peu importe. Ou simplement en l'effritant entre les doigts pour en déposer quelque part. Par exemple, dans les protections, dans les bancs purificateurs, un peu partout pour la chose. C'est cette même argile qui entre dans la composition de la porcelaine. Les vases Ming et la porcelaine de Limoges, c'est la même. C'est pas en partie, hein. Qu'on utilise dans la céramique, dans les mailles des sanitaires, qu'on utilise comme liant dans la fabrication du papier, dans l'industrie du caoutchouc, qu'on met dans les peintures, les mines, les crayons. On met du kaolin dans la fabrication du papier? Oui, c'est le lien externe. Je vous ai dit. Oui, pardon. Bien sûr. Qu'on utilise dans les industries du médicament et de la cosmétique, et j'en passe. Le nom kaolin vient d'ailleurs du chinois Kao Yin, littéralement colline haute, de la région de Dingyudian, région spécialisée dans la production de porcelaine de Chine au XVe siècle. Vous dites d'emmener au centre de la Chine, centre-est, région nord, c'est Il me semble que c'est dans le centre, centre-sud. Centre-sud-est. Il me semble. À l'époque, la France ne sait pas fabriquer de porcelaine. L'Allemagne sait fabrique ce qu'on appelle de la porcelaine de Saxe, mais elle ne concurrence pas la qualité chinoise. C'est donc dans ce contexte de monopole économique de la Chine impériale, qui est la seule à savoir produire une porcelaine aussi raffinée et qui gardait jalousement secrète la technique de fabrication de sa porcelaine fine, qu'un prêtre jésuite français, le père François-Xavier d'Antrepol, originaire de Limoges, porcelaine de Limoges, voilà, ce jésuite, donc installé à Dingyudian justement, qui rapporte le procédé dans deux lettres qu'il écrit en 1712 et 1722. L'une avec le dit procédé de fabrication, l'autre avec la description des fourreaux. Une carrière est découverte à Limoges une cinquantaine d'années plus tard, c'est le début de la porcelaine de Limoges. Le nom kaolin est resté et est aujourd'hui utilisé dans la plupart des langues du monde. L'anglais, par exemple, l'a emprunté au français. Et donc le Gabon également utilise le mot kaolin puisque sa langue officielle est le français. Au Gabon, le kaolin est appelé plus particulièrement kaolin blanc pour le différencier du rouge. Vous avez le blanc et le rouge dans l'assiette que je fais passer. L'un des plus grands spécialistes du Gabon, André Raponel-Walker, écrit que le kaolin blanc recelait autrefois de la poudre d'osmole lin, en général d'un crâne de personnage important, puisqu'il y donnait de sa puissance. Cela a été le thème de la communication de Marc-Emmanuel il y a 2 semaines. Le kaolin rouge, lui, n'est pas d'origine minérale, mais un produit artisanal réalisé à partir de bois, de l'arbre appelé padouk, en français. Florent, j'ai mis pour toi la meule
dont tu parlais il y a quelques années. En fait, vous avez ici deux morceaux de bois de l'arbre padouk africain. Vous avez la meule en bas et la molette en haut. C'est ça les termes techniques, il me semble. Et en fait, la meule et la molette sont les matériaux à partir duquel sera fabriqué le kaolin rouge. On va mettre un peu de sable, de silice entre les deux, un petit peu d'eau, et on frotte les deux. Et le sabre abrase la surface, ce qui donne de la poudre de padouk. Le padouk est un bois, comme vous pouvez le voir, densément rouge quand il est frais, qui, une fois raclé avec un peu d'eau et de sable, permet d'obtenir une pâte. Cette pâte est ensuite façonnée en bâtonnet que vous savez, mise à sécher et est prête à l'emploi. Historiquement, on m'a rapporté qu'il était censé être fabriqué par une vieille femme pygmée. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. Aujourd'hui, ces deux kaolins sont souvent simplement achetés au marché. Et par contre, la fabrication rituelle du kaolin rouge existe lors d'une cérémonie de prise de grade du bouti que vous connaissez maintenant. Dans le kaolin rouge, il n'y a pas du tout de kaolin blanc. Il n'y a pas du tout de minéraux, à part les c'est juste les fibres du bois. Donc, pas de problème. Donc, la fabrication rituelle du kaolin rouge existe lors de cérémonies de prise de grade du bouti notamment, mais on prend, de ce que j'ai vu, une femme tout à fait banale, entre guillemets, pour se faire, ni spécialement vieille, ni spécialement pygmée, tant qu'elle est pubère, et accepte ce travail éreintant pour toute la durée de la cérémonie, qui durera toute la nuit en fait. Cela donne des quantités minimes, symboliques. Ça s'est coupé à l'eau. C'est un travail qui est très salissant en fait, parce qu'à force de racler, avec de l'eau, tout goutte sur ses jambes, sur ses bras, etc. Et en fait, c'est pour symboliser l'accouchement et le sang de l'accouchement. C'est volontairement salissant. Il existe également un kaolin noir, issu d'écorces d'arbres réduites ensemble, mais il est bien moins utilisé. Les deux kaolins blancs, kaolin rouge, sont utilisés à des fins rituelles animistes. Ces pratiques ne sont pas incompatibles avec les religions arrivées plus récemment, le catholicisme, le protestantisme, l'islam, avec des pratiquants qui cohabitent parfois dans la même maisonnée au sein d'un même couple. Les populations du Gabon, au nombre d'une cinquantaine, occupaient historiquement un territoire usuel, plutôt délimité. Je vous ai mis une carte. Seulement après une politique de regroupement de population le long des axes routiers, commencée par la France et continuée par l'État gabonais après l'indépendance en 60, les populations sont aujourd'hui bien plus hétéroclites, même s'il subsiste des foyers historiques. Je vous ai mis une autre carte. Donc, sur cette carte qui date des années 40, un point représente environ 100 personnes. Et vous voyez ensuite, après le regroupement, c'est tout ce qui est hors route nationale. C'est un grand vide de forme. À partir des années 70, 60. Alors, l'État français avait commencé ça avant l'indépendance en 60, et l'État gabonais ensuite continué. Donc c'est important de savoir ça pour comprendre notamment les implications en matière de transmission intergroupe des pratiques rituelles. Parce qu'on a ensemble des populations qui cohabitaient, c'était des voisins, mais qui ne vivaient pas forcément ensemble. De plus, de nombreuses populations partagent le même système matrilinéaire à résidence virilocale. Une femme ira vivre avec la famille de son mari. Et beaucoup de langues sont intercompréhensibles. C'est le cas des populations du Sud notamment. Et les intermariages ne sont donc pas rares. Les gens disent avec humour que mon enfant est café au lait Puno et Shira, Puno Zeli. C'est mignon, la façon dont ils en parlent. Puisque ce qui compte en fait dans les alliances, justement, ce sont les compatibilités et incompatibilités de lignage. C'est une hexagonie de lignage. Les Lungu, Puno et Shira Masango, par exemple, originairement des populations du sud du Gabon. Vous avez ici une carte avec l'immigration des populations du sud et leur style de sculpture.
Donc, les Lumbupunu, Eshira et Masambo, par exemple, possèdent pas loin de 70% de leur vocabulaire en commun et se comprennent sans difficulté, sans interprète, sans problème. De fait, les pratiques rituelles se sont répandues au 19e, oui, 1855 et 68. Du Chalut décrit par exemple déjà le Mouiri chez les Punu, Eshira, Nzegichobo et Masambo, alors qu'il n'a pas atteint les côtes chez les Mienés. Aujourd'hui, Quand vous dites Mouiri, c'est-à-dire le Mouiri qui est une société initiatique basée sur un génie tutélaire qui rend justice et pose des interdits sur certaines zones de la forêt pour gérer la faune et la flore. Vous avez ici donc les populations du sud et là-haut les populations qui sont arrivées par le nord, plutôt Fan. Aujourd'hui, la vie quotidienne s'organise, en zone rurale en tout cas, autour des activités agricoles. Il s'agit d'une agriculture vivrière, sur brûlis, de la banane plantain, du taro, manioc, maïs, arachide, principalement. Beaucoup sont d'ailleurs des plantes importées d'Amérique du Sud. Vous avez ici une photo de banane vraie. Et si je peux passer... sur le sol, c'est plantation quoi? d'arachide. Ah, là, c'était sur le Ça, sol. c'est une repousse. En fait, ils ont sarclé l'année d'avant. Et comme cette variété de bananier-là, plantain, pousse en environ 9 mois. Et, Ah, c'est du plantain. Oui. D'accord. Des bananes à cuire. Oui. Et en fait, ce qu'ils appellent les plantes envahissantes reprennent très vite. D'accord. Et ça, Sarclé, il reste que... tout le temps. Oui. Ça, tout le temps. Non, juste le temps de planter, et après, ça fait sa vie. Relativement. Les broussailles, parfois, les sont escaladées. Donc, oui, agriculture vivrière. Vous avez ici une plantation dans laquelle on a aussi de l'arachide. Les villageois, surtout des hommes, peuvent aussi fabriquer des pièges à coller. Je vous en ai mis un. Sur leur plantation pour attraper les bêtes qui viendraient se nourrir de leur culture et avoir du gibier. La pêche et la vannerie sont aussi des activités réalisées, plutôt féminines, mais des hommes savent vanner. Ils sont un peu... Ça dépend pour quels objets en fait. Mais si vous faites par exemple des paniers ou des nasses, qui sont plutôt des objets féminins, c'est un peu progressiste. Alors, c'est d'ailleurs cette dame qui a fabriqué le panier. Allez, on revient là. Outre l'agriculture, la collecte de plantes, miel, insectes, etc., ce qu'on appelle les produits forestiers non ligneux, pourvoit aux besoins. J'ai beaucoup de photos. Donc, vous avez ici une chenille. Là, revenez à c'est des hôtes, là. Hein. Oui, c'est ça. Il s'appelle ça panier en français. C'est une hôte. Oui, c'est une chenille. Donc, cette chenille, par exemple, est mise en bouteille avec de l'eau et donnée à boire aux enfants. Je crois que c'est un scar, ils appellent ça un tunda. Le tunda, c'est un parasite des palmiers à l'huile qui les mange de l'intérieur et qui les fait mourir. C'est un peu terrible. Et en dessous, c'est le rotin. Donc en fait, il n'utilise pas ce scarabée. Alors, il l'attrape, il retire ses pattes et en fait, il l'accroche à une petite corde de coton pour que les enfants les secouent et qu'ils essayent de voler. Ça vous dit, c'est un jeu, quoi. Oui. Et du rotin, on va. Oui, et par contre, les larves de cet insecte se mangent. Ah, elles se mangent. Oui. Ce sont de gros vers très très gras. Ça vaut une petite fortune. C'est par exemple un tas de mariage. Les larves de cet insecte. Et là, c'est des larves de quoi? Des chenilles? Ça, c'est des chenilles. Je n'ai pas trouvé. C'est celles qui se cachent. C'est celles qui se cachent en fait dans des petites brindilles. Je pense que c'est un papillon de nuit. Il me semble que j'avais trouvé ça, mais j'avais pas pu trouver l'espèce.
Donc, on a parlé de l'agriculture, des activités artisanales, des produits forestiers non ligneux, et donc le reste, pétrole pour les ventes, conserveries, etc., est disponible chez les petits commerçants. Vous avez déjà entendu parler dans ce séminaire des différentes pratiques de ces populations, de leurs diverses sociétés secrètes, Bwiti pour la médecine et la divination chez les hommes, Mwiri, comme je le disais, pour la justice sociale, la punition et la gestion de la faune et de la flore. Vous avez déjà entendu parler également du Nyembe chez les femmes et des sociétés à génie pour le soin des possessions et des trans. Chez les Fang, on a un syncrétisme de cela avec les religions d'Occident. Ici, vous voyez donc un esprit avec une sapogénète, sa canne d'autorité, un autre derrière, une croix de Jésus et le tableau de la scène, un peu caché. Et à l'extérieur, il y avait une Marie, une Vierge Marie sous néon qui brillait de mille feux. On pourrait encore parler d'une dizaine d'autres sociétés à génie tutélaire dans d'autres provinces du Gabon, mais aussi et Afrique. Dans toutes ces sociétés initiatiques, le kaolin est présent. À quoi sert-il? Il est à la fois une peinture corporelle, mais aussi un ingrédient propitiatoire dans les bains purificateurs. Il donne la chance, il est une protection spirituelle contre la sorcellerie. Il peut être utilisé en cataplasme ou encore comme un signe de grade hiérarchique, en fonction de l'endroit du corps sur lequel il est posé. Il sert également au dessin, fait en référence à certains animaux mythiques, etc., etc. Le kaolin blanc a des usages très divers. Je vais vous montrer ici quelques photos. Vous avez ici du Bwiti avec... Je vous ai mis une photo de l'extérieur pour que vous voyez un peu comment ça s'arrange. Il y a des spectateurs ici, des initiés dans le temple, avec ici le côté des femmes et le côté des hommes. Ici, on a un manga qui fait une salutation au soleil le matin. Donc le soleil qui est Nzambekana, en fait, c'est le principe masculin et le soleil, le principe féminin et la lune. Je vais vous montrer une photo de sortie d'initiation des Mabundi, donc c'est l'équivalent féminin du Bwiti. À cette sortie d'initiation, on fait appel à des filles du Nyambe. Quand vous dites l'équivalent, c'est-à-dire que le Mabundi correspond au côté féminin au Mwiri, Au Bwiti. au Bwiti. Et l'équivalent du Mwiri, c'est le Nyambe. Oui. Bon, c'est très simplifié. Hein. Les informateurs vous diraient qu'on n'initie pas une femme au Bwiti, mais on en a quand même beaucoup besoin. Et c'est la même pratique inversée symétriquement. Avec presque les mêmes étapes de prise de grade, etc. Chacun ses secrets. Donc ici, vous avez une sortie d'initiation Mabundi pendant laquelle on fait venir des filles initiées au Nyembe. Vous avez leur jupe caractéristique, le kaolin sur leurs jambes et la couronne de kaolin sur leur front. Vous avez également il y a une main levée, je ne sais pas si on prend tout de suite. Oui. Non, vous avez ici une deuxième photo des filles du Nyembe à une autre sortie d'initiation. Je ne vais pas vous embrouiller avec le mot. Vous avez ici une initiation Bumba, un génie qui possède son hôte et lui fait prendre des trans. L'initiation permet à la personne prise de communiquer avec son génie, de l'apaiser et s'en faire un ami. Vous voyez encore les trois couleurs qu'on revoit toujours, le rouge, le noir et le blanc. Des différences de tenue plus longues. Les jambes sont cachées jusqu'aux chevilles. Le nombril est caché, à l'inverse du Nyembe. Vous avez aussi des photos de bains purificateurs. Ici, c'était une sortie de deuil. Il faut savoir qu'également, les funérailles sont en deux temps. Vous avez l'enterrement, une durée plus ou moins longue, ça dépend en fait du choix des familles, de 3 mois de veuvage, voire 1 an. Et aux dates d'anniversaire, on fait des bains purificateurs pour se libérer de la saleté
l'impureté de la mort, entre guillemets, et conjointement avec d'autres festivités, on renvoie définitivement l'âme du parent défunt. Donc vous aviez cette femme complètement recouverte de kaolin jusqu'au front, qui est en train de se faire baigner par une femme Mabondi, donc une ganga de Mabondi. Et ce seau, en fait, a été rempli de feuilles médicaments. Et dans cette corbeille vannée, vous avez aussi les feuilles qui, en fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Je vais lire un peu quand même. Vous remplissez cette corbeille vannée d'eau et vous mettez ça au-dessus de la tête de la personne qui se fait baigner pour que l'eau touchée par les feuilles la rince. Vous voyez également donc des bains purificateurs, des cérémonies de prise de grade, et le kaolin y est toujours présent. Oui, ici c'est une prise de grade, vous voyez une maman de jumeaux chargée de piler un plat de prise de grade Idika. Donc elle est maquillée de kaolin blanc sur ses deux bras, sa poitrine, son front. Ses cheveux sont piqués de plumes, oiseau héron garde-bœuf, perroquet gris du Gabon et pantane. Pantane, c'est-à-dire animal de forêt ou animal domestique? De brousse. Donc une fois qu'elle est maquillée, les hommes se réunissent autour d'elle, posent la main sur son pilon et commencent en chantant à donner le rythme à son pilon, à donner aussi de leur bénédiction. Et une fois que le pilon est bien lancé, il s'écarte et la cérémonie continue pendant que les ingrédients du plat de prise de grade sont piqués. Donc pourquoi le kaolin remplit plusieurs rôles? Premièrement, il fait référence aux couleurs phares de cette région du monde. Vous avez pu le voir par vous-même, le noir, le rouge, le blanc. Le rouge pour le sang, la vie. Le noir, le sang menstruel associé à l'impureté et à la mort. Le blanc, symbole de la pureté, des ossements, des ancêtres, du sperme et de la fertilité en général. Le kaolin présentifie également les lignages et les généalogies, donc encore une fois les ancêtres. Il marque leur présence. La conception locale veut en fait que le côté gauche du corps incarne le lignage maternel d'une personne et le côté droit son côté paternel. C'est pour ça que ici on trace des marques de kaolin sur ces deux bras. Il est intéressant de connaître cela puisque mis en rapport à la sorcellerie, un corps est supposé être blindé, inatteignable par les attaques sorcellaires, puisque protégé des deux côtés par ses ascendants, de ces deux lignages. Ce qui veut dire que toute personne atteinte d'un mal non naturel, maladie qui reviendrait malgré traitement, infertilité, des champs qui ne donnent pas malgré effort, un chômage chronique, une personne atteinte de ces malheurs soupçonnera d'abord sa parentèle qui aura rendu son corps vulnérable aux attaques mystiques, au mauvais œil si vous voulez, à la jalousie, bref, aux attaques d'un tierce. Vous avez un cas classique, c'est un malade qui se rend chez un ganga, parfois à plusieurs centaines de kilomètres de Libreville, chez un tradipraticien recommandé, pour lui demander une consultation divinatoire. Pendant, le ganga va empoigner la boule de kaolin que j'avais vu passer, et marque le corps du patient, à gauche comme à droite, pour y faire figurer ses lignages. Il marquera certains traits perpendiculaires, ça fait en fait la grande ligne blanche que vous voyez avec des coupures, là où il sent qu'il y a des blocages, des nœuds, et ainsi le patient saura à quel côté de son lignage la faute incombe. Ce patient suivra ensuite les instructions des initiés. Certains patients demandent les noms des responsables. Dis-moi, dans mon lignage paternel ou maternel, qui est à l'origine de cette sorcellerie. La plupart des gangas refusent pour éviter les revirements de trompe personnels. Ils vont plutôt rester sobres en disant écoute, ce sont tes ancêtres, un de tes parents les a offensés, c'est sur toi que la punition est tombée, ou alors tu n'as pas besoin du nom, on se charge de cacher ton corps pour qu'un sorcier ne puisse plus jamais t'atteindre. S'ensuit tout un protocole plus ou moins complexe avec des fumigations. Je vous ai mis ici
une hutte Ifugu, des cérémonies de coupure de cornes. Elle n'est pas crevée. Oui. Pour revenir. Donc ici, cette patiente est d'abord rentrée dans cette hutte, à l'intérieur. Donc ça a été préparé auparavant. Pardon. Ça a été préparé par les mamas qui ont planté, qui ont creusé et enterré des protections ici pour éviter qu'elle ne se brûle. Elle entre dedans, des chansons entonnées, il y a quelques instruments de musique, des hochets, des sonneries. Et elle entre dedans, il y a un petit alignement. Le feu est mis, on asperge les feuilles d'alcool, ça prend, elle se sauve, et c'est fini. Oui, ici, en fait, le principe, c'est qu'elle abandonne tout ce qui était mauvais là-dedans. Vous avez aussi donc des offrandes aux ancêtres, des fabrications de protection du corps, des bains purificateurs au crépuscule et à l'aube, puisqu'on sait que ce sont à ces heures-là que les ancêtres en fait, et les esprits Mikuku sortent de la forêt et rentrent. Ils sortent la nuit et rentrent au petit matin. On a aussi parfois des échanges de sang avec un arbre protecteur qui sont possibles. Bref, toute une panoplie de soins qui ont un effet cumulatif, blindant, comme ils disent. Il faut savoir que ces soins sont collectifs et peuvent mobiliser de 10 à 50 personnes. Il faut aussi savoir que ces soins prennent parfois plusieurs semaines et donc ils ont un coût logistique non négligeable parce qu'il est d'usage de rétribuer en fait toute personne ayant participé afin de rapporter un peu de sa bénédiction avec soi. Donc souvent c'est partager un repas ensemble, prévoir des boissons, alcool, soda et un petit billet pour remercier ces saints, plus ou moins en fonction du grade de la personne. Laissant les soins de côté, on peut maintenant se pencher un peu sur les tenues des initiés et les peintures corporelles en elles-mêmes. Oui, ici, un bain purificateur, en fait, vous voyez ici, ces feuilles ont été nouées, et quand elle commencera à se baigner avec ce seau, donc elle s'agenouille et elle se lave, elle défera les nœuds de ces feuilles et les jettera derrière elle, encore une fois, dans l'idée de laisser tous ces problèmes derrière soi. Donc les peintures corporelles en elles-mêmes. Dans toutes les sociétés secrètes évoquées, le kaolin vient encore marquer la présence des ancêtres sur le corps des initiés. Mais la façon de le mettre est aussi pertinente. Par exemple, pour une purge pré-initiatique, dans les initiations, par exemple, celles du bouti, se font en ingérant les écorces d'une plante qui s'appelle iboga, qui donne des visions et qui est fortement émittive, qui fait vomir. Donc, il vaut mieux être à jeun avant, aussi pour que ça fasse plus vite. Un trait de kaolin blanc sera dessiné sur le corps des impétrants, du nombril jusqu'à la bouche, pour cette purge pré-initiatique, afin de faire sortir tout le mal qui peut y avoir dans leur corps. Tout Manga en consultation divinatoire fera de même. Pour que ses visions et sa parole sortent sans difficulté, il tracera un trait de kaolin de son ventre, là où est le siège de sa force, jusqu'à sa bouche. Pour que sa parole sorte sans difficulté. On vous grondera si vous faites le trait dans l'autre sens, parce que ça serait contre-productif. Vous pouvez aussi vous servir du kaolin comme repère des grades. En fait, le kaolin rouge, par exemple, n'est pas autorisé dans le bouti chez les hommes, en dessous d'un certain grade. Vous pouvez le prendre, vous pouvez l'utiliser sur le visage uniquement si vous avez pris le plat de prise de grade Motoba. C'est un antipoison à vie et c'est dit augmenter les capacités divinatoires. Il est pertinent de relever ce genre de détails pour les comparaisons historiques, par exemple, puisque les croquis de Duchalut témoignaient de fétichman qui avaient du rouge et du blanc sur le visage. Alors, c'est un peu compliqué de faire des comparaisons historiques parce qu'à l'époque, le kaolin rouge n'avait peut-être pas ces différences hiérarchiques, mais c'est intéressant. On peut aussi, avec le kaolin blanc cette fois, avoir des références à des animaux. Ici,
Ce sont des enfants qui sont sortis d'une initiation Onyembe, donc l'équivalent du Mollet des femmes. C'est aussi une société initiatique à génie tutélaire, coercitif, qui permet aux initiés d'être, après initiation, sous sa tutelle. En fait, une fois initié, vous pouvez, par exemple, l'invoquer pour maudire des gens. C'est une protection. Parmi les attributs des initiés Onyembe, donc cette couronne sur le front, elle était une référence à un oiseau de forêt, la perdrix, pour laquelle les chants rituels sont très 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 nombreux dans plusieurs sociétés initiatiques. Il y en a chez les Mabundi, il y en a donc chez les femmes, la perdrix c'est prédominant. La perdrix dans ces chants, il est non seulement considérée comme une sœur, donc avec qui on a un lien de germinalité, mais une sœur aînée, on lui doit le respect. Toujours en lien avec les ancêtres, les figures sculptées, dont les masques fardés de Kaolin qu'on retrouve dans les musées. Cannes d'autorité, statues, paniers reliquaires, masques, c'est tout ce qu'on retrouve justement dans ces musées. En fait, pour les masques, les parentèles sont tellement étendues avec des relations matrimoniales contractées entre les villageois qu'il faut, au final, un être extérieur capable de punir sans qu'on puisse créer un cercle vicieux de rancune et de vengeance. Vous ne pouvez pas vous embrouiller, vous discutez avec votre voisin, c'est votre oncle, c'est votre beau-frère, il faut quelqu'un d'extérieur. D'autant que les masques, quand ils sortent, ils ont des assistants qui sont initiés et qui connaissent tous les problèmes qui se passent dans le village. Adultère, vol, etc. Donc, les masques, en fait, ce sont des ancêtres qui se matérialisent quand il y a trop de mauvais comportements au sein d'une communauté, vol, adultère, comme je dis, mais aussi des adolescents qui sont trop récalcitrants à l'autorité, par exemple. On fait alors sortir le masque pour qu'ils les attrapent et les initient. L'initiation, c'est plus ou moins long. Aujourd'hui, plutôt fait pendant les grandes vacances scolaires, puisqu'on a une durée suffisamment longue pour les former aux rituels, aux interdits. Auparavant, ça durait de 3 à 6 mois, 1 an pour les max dont on a parlé, et c'était vraiment une école de la forêt, se soigner, les plantes, l'agriculture, la chasse, fabriquer les pièges, c'était l'école. Enfin, ils font un peu rire. Ils ont vraiment un humour drôle parce qu'ils disent mais après ça, tu as eu ton bac, tu peux passer aux études supérieures. On voit également les masques lors des funérailles. Aujourd'hui, on les voit aussi lors des manifestations culturelles, des festivals de la culture, où chaque région sort son masque phare, ou même lors de campagnes présidentielles. Il n'est pas rare que les candidats animent leur campagne de temps forts avec des masques qui lancent en leur honneur. Le terme masque Le terme masque ne qualifie pas uniquement les morceaux de bois sculptés. Quand on parle d'un masque, on parle du personnage, c'est une totalité. On dit qu'un masque sort. Un masque seul, en bois, dans une armoire, on va le traiter avec respect parce que ses yeux voient ce que vous faites dans la pièce. Mais quand on parle du masque, c'est ça. C'est un VIP, plaisantent les informateurs. Il a des gardes du corps, des assistants, dont on parlait. Il faut craindre les masques. Ils ont de nos jours un peu perdu de leur aura, si je peux dire, mais il y a 5 siècles, ils pouvaient mettre des gens à mort. Du Chalut en parle, et les explorateurs qui sont arrivés après lui également. C'était leur droit, puisqu'ils venaient justement rétablir la justice. Tu n'aurais pas été puni si tu n'avais pas mal fait, mal agi. Certains masques sont dits, les masques sont dits posséder des pouvoirs, donc le marumba, je me déplace celui qui est dit pouvoir se scinder en deux, le haut du corps qui reste à danser pendant que le bas passe derrière les maisons, saute au-dessus du toit pour venir vous attraper par surprise et vous frapper. Un autre, le bopédo, il me semble que c'était le bopédo. Le bopédo, qui est
qui lui ne sort que les nuits sans lune. Donc vraiment, moi je l'ai vu, on ne voyait pas à 2 mètres, c'est impressionnant. Posséderait un sein unique, étirable à loisir, avec lequel il peut vous kidnapper et vous garder en bourse pendant plusieurs jours. Ce sont des existences qui vous tiennent en respect. Seuls les initiés ont le droit de les approcher, et encore, il n'est pas rare que les nouveaux initiés se fassent encore brimer par le masque, qui peut décider sans crier gare de lui donner un coup de poing en passant à côté. Bref, on les regarde avec admiration et respect mêlé de crainte. Alors, avec toute la multitude de masques qu'on a, recensés, il a été tenté d'établir une typologie en fonction de style, de variantes. Avec telle coiffure, vous aurez une coiffure monocoque, une bicoque, avec des tresses, des dents taillées en pointe ou alors les incisives retirées, comme c'était la mode au 19e. Celui-ci, c'est donc le Mukuji avec le phare blanc. Il a 9 scarifications sur le front, 9 qui serait une référence au nombre de clans, c'est le mot qu'ils utilisent pour dire lignage, les lignages primordiaux chez les Punu, sur lesquels sont basées les alliances matrilinéales, ou alors ce 9 serait une référence aux routes de migration prises par le groupe selon les mythes d'origine. On ne sait pas dire. La forme de losange de ces 9 scarifications serait féminine et sur les tempes, des carrés, ce serait masculin. Il a été tenté d'assigner ces différents masques à des populations spécifiques et certaines populations reprennent effectivement les masques en symboles identitaires. Mais en fait, on est loin d'avoir un masque égal une population, puisque comme vous l'aviez vu avec les cartes de migration nord et sud, les populations en fait se sont tellement influencées les unes les autres qu'on ne peut pas faire un masque égal une population. On a des masques rattachés à des sociétés initiatiques particulières, à des rites particuliers, et en fonction des populations qui ont adopté ces rites, on a une transmission des masques. Celui-là, c'est le Mukuji, point barre. On le voit, on le reconnaît, il est sur ses échasses, il a ses raffias, il a ses scarifications caractéristiques. On ne va pas se demander si il est au Punu, au Lungu, non, c'est le Mukuji. Celui-là, je vous ai trouvé les timbres aussi d'époque. Celui-là, c'est le Lokuji, aussi très reconnaissable, avec son front fardé de rouge. Voilà, donc on reconnaîtra le personnage du masque en fonction de son physique et des objets qu'il porte, mais on ne peut pas rattacher un masque à une population spécifique. Les masques sont plutôt fabriqués dans du bois tendre, comme le fromager, fabriqués par des initiés et librement, pour certains de vrais maîtres d'art, porteurs également de ces masques. Rien que pour les fans, par exemple, on a déjà les masques Ngil, aujourd'hui disparus, le sceau avec ses cornes emblématiques, on a par ailleurs l'Opukwe. Qu'est-ce que je vais dire comme ça? Donc l'Opukwe que vous voyez. L'Opukwe, je ne sais pas. On a aussi le Marumba, chez les Masango, principalement. Le Mbodi, sans compter les masques éphémères, fabriqués exclusivement avec des feuilles fraîches nouées entre elles. Donc on ne retrouve aucune trace de ces masques. On a également des innovations avec de nouveaux masques qui sont apparus dans les années 20 à 30. Les masques qu'on appelle Ngontang, qui sont des masques en casque, qui ne sont pas seulement sur la face, ils entourent complètement la tête, et en fait ils ont des visages sur chaque face. Ce sont les masques Ngontang, par exemple, qui signifient littéralement jeune fille blanche. Vous avez ici le Ngomilara. Le masque du Ngomilara, je n'avais pas trouvé de référence au Ngomilara nulle part, mais je suis tombée en fait sur des photos d'une Gaule ou d'une Gore qui est exactement ce masque, c'est les mêmes moustaches, c'est les mêmes oreilles, etc. Et en fait, ce serait le masque de Charles de Gaulle. C'est pour ça qu'il appelle Gaulle. Oui, le Charles de Gaulle, puisque dans les années, dans la première moitié du XXe siècle, il avait enchaîné tellement de victoires militaires que... Parce qu'il y a le discours de Libreville. Aussi. Ouais.
il avait David, c'est sûr. donc, Charles de Gaulle, il avait un tel prestige que pour combattre la sorcellerie, c'était de Gaulle le patron. Omar Bongo l'appelait papa. Et ce masque avait d'ailleurs une arme qui était une corne de buffle en fait chargée de médicaments. Des médicaments, c'est des plantes magiques, qu'ils appelaient le canon. Donc, le canon de Gaulle. Voilà. On a aussi, pour l'anecdote, en 2002, un masque de feuilles sorti à l'effigie de Jacques Chirac, avec un masque en silicone, hein, comme les déguisements qu'on peut trouver. Donc, les références aux Occidentaux dans les rites gabonais sont légion et l'innovation ne s'arrête jamais. Les foules sont légion pour les voir quand ils sortent, ces masques, mais les non-initiés, femmes et enfants, les fuient en criant et riant quand les masques se mettent à les poursuivre. Le masque peut désigner à ses assistants, des initiés chargés de la logistique. En fait, ils ramassent les feuilles, les raffias qui peuvent tomber par accident. Enfin, ils font vraiment attention que les gens ne se mettent pas trop proches d'eux aussi. Par exemple, le masque à échasse que vous avez vu, si quelqu'un se met trop proche, le masque peut tomber. Un masque ne peut pas tomber, ce serait terrible. Donc, un masque peut charger ses assistants de prendre un nourrisson parmi les spectateurs et la mère se doit de remettre ce bébé au masque. Le masque le prend, l'engloutit dans ses raffias, le cache dans sa bec, et c'est une chance pour l'enfant puisqu'il se verra protégé du malheur et de la sorcellerie grâce à la protection de ce masque. Il faut savoir que ce genre de prestation est épuisant physiquement, il faut une forme olympique, et il n'est plus rare que se forment aujourd'hui des groupes de professionnels que vous pouvez solliciter pour des funérailles ou des retraits de deuil pour honorer le défunt parent. Sur cette photo, donc, d'une Gomilara, vous avez ce masque qui porte du coton wax. Ici, on le voit peut-être un peu mieux. Du coton wax, c'était le même motif de wax que tout le lignage du défunt parent. Il y avait une trentaine de personnes qui portaient ce wax blanc à motif bleu et jaune. J'ai pu, au cours de cette communication, vous présenter divers usages des différents kaolins. Vous avez pu comprendre à quel point ils sont importants, ne serait-ce que par leur omniprésence dans les rites gabonais, que ce soit en tant qu'ingrédient ou symbole. Le kaolin blanc est le témoin de la présence des ancêtres dans un contexte où la réincarnation est la norme, comme en témoignent les petites manies des enfants de moins de 3 ans. Un grand-parent va souvent dire « Tiens, mais celui-là, la façon de marcher, ces types de langage, ces petites mots, ça me fait penser à ma propre mère, à ma tante, à mon oncle. » La réincarnation. Le kaolin se retrouve à chaque étape de la vie quotidienne, petite ou grande, initiation, naissance, mariage, funérailles, maladie, bénédiction. Il entre même dans les syncrétismes, dans le boutifant comme on l'a vu, ou notamment lors des baptêmes catholiques réalisés en zone rurale, en rivière. Les kaolins, surtout le blanc et le rouge, sont des incontournables et leur force semble inébranlable puisqu'ils sont toujours opérants pour les mêmes usages depuis plusieurs centaines d'années. Je finis pour ma part et pour votre